Daniel Simonet. Oui, je vous remercie. Ce bilan, en fait, et le débat sur le bilan est important puisqu'on va être amené à devoir travailler le prochain bilan. Donc avant de se projeter dans l'avenir, il est important d'analyser ce que l'on souhaitait faire et ce que nous avons fait. Donc déjà, merci pour la démarche. J'aurais tellement aimé qu'on ait la même démarche sur le PLU. Et hélas, nous ne l'avons pas eu. Néanmoins, sur le rapport, je trouve qu'il est à la fois très riche, le bilan, parce que dans la description de tout ce qui a pu se faire et de toutes les innovations qui ont pu être portées par la ville ou soutenues et financées par la ville et portées par des associations, ça permet aussi de montrer à quel point on a pu travailler sur énormément d'aspects importants quand on souhaite garantir une vie heureuse pour nos aînés. Et donc, je ne reviendrai pas, mais sur tous les éléments, sur comment lutter contre l'isolement, ou les actions culturelles, ou les actions pour construire de l'intergénérationnel, pour construire du lien, pour construire de la vie, et vivre avec tous les âges de la vie, ça me semble extrêmement riche, extrêmement important, et vraiment bravo pour toutes celles et ceux qui ont pu y contribuer. Donc évidemment, quand on intervient sur un bilan qui est extrêmement riche, c'est toujours frustrant à un moment donné de donner son propos que sur certains aspects que je souhaite plus critiquer, mais je souhaitais pondérer mon propos en valorisant le travail qui a été réalisé. Ce qui me manque, moi, plus dans le bilan, c'est finalement un bilan doit permettre de confronter les objectifs et les résultats. Et on n'a pas toujours, sur l'ensemble des dimensions, quelles étaient les analyses, en fait, et les projections lorsqu'a été élaboré ce projet. Par exemple, on estimait, on évaluait à combien de personnes en perte d'autonomie qui allaient avoir besoin soit d'aide à domicile ou qui allaient avoir besoin d'une place dans un établissement type EHPAD ou autre. Et finalement, on a pu satisfaire quel pourcentage en fait de la demande. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas ces éléments chiffrés. Autant on les a sur la petite enfance, par exemple, on a les projections et on peut avoir les réponses de combien de familles par arrondissement, par exemple, ont pu voir leur demande satisfaite ou pas. Autant là, sur les personnes âgées, il nous manque ces éléments-là, ou bien alors je n'ai pas suffisamment bossé le rapport, mais je pense qu'on a besoin d'avoir accès à ces éléments-là lorsqu'on va arriver dans l'étape, justement, de travailler sur le plan à venir, pour bien confronter les objectifs qu'on se fixera, puisqu'on sait qu'on a du retard. On a du retard en termes d'offres pour être à la hauteur du besoin qui est croissant de rester chez soi, même quand on est en situation de perte d'autonomie. Et néanmoins, on a aussi du retard en termes de place en EHPAD, parce qu'il y a des situations où rester chez soi n'est plus forcément une bonne solution adaptée. Je souhaiterais aussi avoir plus d'éléments concernant les aides à domicile. Je ne sais pas si vous avez, chers collègues, vu l'excellent film Debout les femmes de François Ruffin, mais ce film décrit bien la grande précarité de l'ensemble des métiers du lien. Et dans ces métiers du lien, eh bien, notamment celui d'aide à domicile, où finalement la prise en charge des aides à domicile et de leur travail ne tient jamais compte du temps de déplacement. Et amène à des journées totalement hachurées, avec une situation d'une précarité absolue et des toutes petites feuilles de paye à l'arrivée qui ne couvrent même pas un SMIC. Et donc, il est important que nous travaillions à cela. Où en sommes-nous par rapport à cela, puisque nous avons notre propre service de la ville concernant les aides à domicile. Comment est-ce que nous réglons cette difficulté-là pour que les femmes qui travaillent puissent avoir un vrai contrat de travail avec un SMIC? Quel travail nous avons avec du coup les associations ou les entreprises privées d'aide à domicile? On sait que l'ubérisation tend à se développer. Comment est-ce qu'on peut lutter contre le développement de l'ubérisation dans ce secteur? Est-ce qu'il est possible de conditionner les participations financières de la ville au fait que les aides à domicile soient bien traitées par leurs employeurs? Excusez-moi de jeter un peu en vrac mes questions, mais comment est-ce que l'on peut sortir de ces schémas de grande précarité? D'autres départements, certains départements ont pu, notamment dans le film on parle de l'expérience à Dieppe,
Est-ce qu'on a pu se rapprocher de cette expérience et de son président, Monsieur Jumel, pour pouvoir voir comment justement être aussi exemplaire dans la lutte contre la précarité. Je vois par ailleurs... Merci. J'ai déjà terminé, bien. Oui. Je voudrais juste, dernière petite chose, 21h15, attention sur la gratuité des transports. Le rapport, il raconte quand même un petit peu du couac, parce que, il oublie de dire que si on a rétabli, s'il y a eu la gratuité depuis 2018, sous critères sociaux, c'est parce qu'on avait supprimé la gratuité 2 ans auparavant. Voilà. L'honnêteté, dans un rapport, c'est toujours mieux. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Véronique